Rebonjour à tous, ça fait le deuxième jour qu'on passe ensemble. Je vais faire une présentation un peu plus formelle, on a eu les temps informels. Premièrement, je voulais vraiment remercier Olivier de m'avoir sollicité. J'ai l'impression d'être un peu l'intrus au regard des profils que tu as pu inviter. Je vais essayer modestement vous présenter ce que le handball essaie encore de développer comme modèle à l'échelle du pôle espoir, puisque je considère qu'on est encore le dernier sanctuaire en termes de sport à essayer de s'accrocher derrière cet outil. Alors pourquoi sanctuaire? Parce que je pense que la pression des clubs fait que l'objectif de former un joueur sur le long terme parfois peut amener des problématiques, et que l'idée est de trouver des équilibres entre les objectifs court terme et long terme, et que si on n'a pas totalement la tête dans le guidon quand on est le responsable du dispositif, c'est toujours plus facile d'avoir des visées plus long-termistes. J'espère que ça va marcher. Philippe, voilà. Donc très brièvement, formation assez classique mais plurielle, passé par l'université de Grenoble où j'ai rencontré Olivier, diplôme d'État pour aller chercher les compétences de terrain. Titre professionnel, puisque la Fédération française de handball est passée sur des titres depuis la réforme territoriale, donc 2016-2017. Et de la formation continue qu'on a parlé dans le temps, notamment rien à voir avec l'activité sportive, mais vous le comprendrez par mon parcours, droit social, droit fiscal, analyse vidéo, donc beaucoup de choses, j'ai beaucoup de curiosité. Et j'aime me nourrir de ces types de séminaires, c'est en ce sens aussi que je suis très heureux d'être là. Mon parcours, très rapidement, j'ai voulu le centrer autour de 5 thématiques de l'entraînement. J'ai mis en vert mon activité actuelle. Donc, je suis encore entraîneur en pôle espoir. J'ai été pendant 6 ans, là, je viens de terminer mon mandat, analyse vidéo sur les équipes de France moins de 19 et moins de 17 garçons, avec un double rôle, puisqu'on a très peu de ressources humaines. On parlait de staffer les équipes. Pour vous donner un petit peu ce qu'est la composition d'un staff en moins de 19 sur les aspects techniques, c'est 3 personnes. Un spécialiste gardien, le responsable et un adjoint qui gère la vidéo et qui est adjoint. On a la particularité que le vidéoman est le porteur du projet de l'entraîneur principal à travers les animations, les présentations, la culture de l'entraînement. Et le boulot du vidéoman, c'est d'être un peu l'œil en recul de l'entraîneur principal et de lui permettre de pouvoir centrer sur autre chose et d'être au même type que les joueurs parfois, de découvrir aussi des éléments pour lui permettre d'aller plus loin. Donc ça nous a obligés aussi à avoir des process en termes de travail. Donc c'était une aventure intéressante puisque je commençais à zéro sur l'outil vidéo. J'avais la prétention un petit peu d'avoir de l'expertise sur la connaissance du jeu. Formateur sur les diplômes fédéraux et d'État pendant plus de 15-20 ans, sur l'université STAPS du Bourget-du-Lac, toute petite université autour des activités essentiellement handball. J'ai arrêté les autres thématiques. J'ai été pendant 10 ans directeur de l'OF des anciennes ligues et actuellement ma fonction principale est responsable du dispositif de détection et de formation. Donc en gros, et vous le verrez, c'est tout le sujet du débat derrière, c'est de présenter le modèle et la manière dont on travaille sur le 12-22 ans. L'entrée dans un club, le début de la détection, ce petit sanctuaire que je vous ai présenté qui est le pôle espoir où on doit essayer de développer le maximum de compétences pour les amener après. Nous, le monde professionnel commence post-bac où on passe entre guillemets de joueurs qui peuvent être conventionnés à partir du moment où ils sont majeurs. Et c'est pour ça que je reprends aussi la terminologie sanctuaire, puisqu'avant, ils sont d'abord des joueurs de club, lambda, un statut de pôle avec les statuts qu'on peut connaître, mais ils ne peuvent pas avoir de convention avec les clubs professionnels. Donc, ce qui fait qu'on est plutôt sur du travail de partenariat, mais vous le verrez par la suite, que des relations forcément contractuelles chez le jeune joueur de handball. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle à la fédération et dans beaucoup d'autres disciplines le projet de performance fédérale, PPF, drôle de terme, et essentiellement de la filière masculine, c'est mon activité principale, et notamment la gestion du pôle Auvergne-Rhône-Alpes masculin. Je ne peux pas imaginer de parler d'une structure sans en ait en tête les grands objectifs et surtout la visée finale. Et sans parler d'un territoire, c'est pour ça que vous avez la petite carte. On a la particularité d'avoir un pôle, mais 3 sites d'entraînement. Et vous verrez, la particularité, c'est qu'on essaye de créer une même identité de formation avec des joueurs qui sont à Cournon, donc dans le Puy-de-Dôme, sur le site de Lyon ou sur Chambéry. C'est les fameux petits points que vous voyez sur le dessin du schéma.
et avec une autre particularité qui est liée peut-être au manque de potentiel qu'on peut avoir, ou en tout cas de la nécessité de s'occuper de manière plus précise des tout meilleurs. Le fait que les joueurs qui sont issus de la filière Auvergne-Rhône-Alpes et qui seraient repérés comme des hauts potentiels français et étant résidents en Auvergne-Rhône-Alpes ont l'obligation de venir sur le site de Chambéry. Et je vous expliquerai pourquoi dans sa deuxième approche. Et je parle bien du site pôle et pas forcément du club, qui est partenaire, mais il y a un lien de collaboration étroite et de co-entraînement. Je vous l'expliquerai derrière en termes d'optimisation des perfs. Je vous parlais d'objectifs et de visée finale. C'est le tableau que régulièrement on nous rappelle lorsqu'on est en colloque. L'idée, c'est de dire que le modèle jusqu'à maintenant a plutôt fonctionné. Nous, notre seule vitrine, c'est au moment des Jeux Olympiques, des championnats d'Europe et des championnats du monde, même si nos championnats professionnels sont en train de se développer de manière assez pérenne, notamment depuis ces dernières années. Pour autant, le handball reste quand même, je l'ai dit en plaisantant hier sur une question, un sport préhaut, un sport scolaire, et on profite un petit peu de ces éléments-là pour parler de nous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement les mécanismes de la performance plus que le modèle économique. Donc, il n'y aura aucune donnée économique sur les budgets même de la Ligue. Ce n'est pas qu'ils sont cachés, c'est que ce n'est pas l'objet de ma présentation. Donc du coup, nos missions sont assez classiques, hein, savoir détecter, savoir former et surtout savoir accompagner. Et vous verrez, ce thème est important. Pour moi, le joueur vient porter un projet fort et nous sommes des accompagnateurs de projet et non pas des porteurs de projet. S'il n'y a pas d'autodétermination dans la capacité à vouloir devenir un joueur de haut niveau et dans l'absolu un joueur professionnel, puisqu'on peut être un joueur de haut niveau mais pas forcément professionnel suivant les activités, la notion d'accompagnement est fondamentale et vous verrez même dans les modes de management qu'on peut avoir avec nos jeunes joueurs, même si c'est des adolescents, on est beaucoup sur la co-responsabilité, les notions de prise en charge autour de l'autonomie. Vous verrez les outils que je vous présenterai qu'on utilise. Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où, entre guillemets, on les libère pour le monde professionnel vers leurs 18 ans, c'est qu'ils aient un maximum d'outillage, à la fois sur les aspects technico-tactiques, physiques et mentaux, et surtout dans la compréhension du dispositif vers lequel ils vont. 12-22 ans, pour faire simple, hein, c'est à peu près un modèle, vous le verrez tout à l'heure, qui est très classique. Hein. Les joueurs commencent dans des clubs, des sélections de comités, et vous verrez. Ce qui est surtout important, c'est de rappeler, nous, les deux objectifs qu'on nous donne systématiquement. On est évalué là-dessus, nous, en tant que responsable PPF. On doit renouveler les équipes de France pour continuer à avoir la vitrine que je vous ai montrée précédemment. Et alimenter le monde professionnel où on a essentiellement deux grosses divisions, la Ligue Immobilier Star League qui correspond à la plus haute division professionnelle et la Pro League, même si on commence à arriver sur la fédérale qui correspondait à votre fédérale et qui est à la nationale maintenant, c'est ça en rugby. Nous on a pareil la N1 fédérale qui est arrivée, qui commence à se professionnaliser et qui peut commencer à être en interface suivant les joueurs conformes. Donc, nous, notre fonctionnement, c'est de toujours avoir en tête et d'être performant sur les trois leviers détecter, former, accompagner. Considérer aussi que la formation est dans le temps. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas rentré à 12 ans qu'on ne peut pas sortir. On sait encore former des joueurs même quand ils rentrent à 16 ans, même vers le monde pro et même vers les équipes de France. Je pense d'ailleurs qu'on doit avoir une veille. On reste un sport qui demande énormément d'analyse, de complexité. Il y a eu des études qui ont été sorties il n'y a pas très longtemps sur ce que consommait en termes d'information un joueur de handball, y compris dans charge mentale, charge physique. Et il était dans les sports qui demandaient le plus de coûts et donc le plus de ressources à développer. Et donc ça demande du temps. C'est souvent des maturités tardives. Et entre 12 et 22 ans, vous voyez bien que les jeunes athlètes, surtout en garçons, se transforment fortement et sur bien des aspects physiques, mentaux, mais... je n'ai pas besoin de vous le rappeler, vous êtes autant spécialiste que moi dans cette thématique-là. Ah, si tu peux passer la diapo d'après, a priori un petit souci. Voilà. Alors, j'ai juste... Léo, tu me dis si j'ai la main encore. Voilà, donc nos parcours, on retrouve le fil du temps et vous avez deux échelles, l'âge, le club, et vous aurez le parcours régional et les équipes de France. Parcours pyramidal classique, hein, on va aller assez vite. L'idée, c'est que très vite, les joueurs qu'on repère à fort potentiel, on puisse les entraîner. Le pôle sport, pour vous donner un repère, c'est de 14 à 17 ans.
Ils sortent vers 18 ans. L'idée, c'est qu'on les accompagne à partir de la 3e, ce qui nous a créé quelques problèmes, puisque récupérer des jeunes collégiens en 3e, c'est pas forcément évident, également en termes de maturité. Je sais que d'autres sports ont été habitués, mais je viens de vous décliner que le handball, pour moi, était un sport à maturité tardive. Donc, de dire à un gamin de 13 ans, toi, c'est sûr, ton parcours, tu vas le faire. Par contre, on a 4 ans pour travailler avec eux, et gardez bien en tête l'image que j'essaye de donner dans ce sanctuaire qui est à la fois quand même un lieu où il y a une forme de pression, pas de pression du résultat, mais vous le verrez, nous on insiste beaucoup sur les objectifs de moyens, la capacité à se construire en tant que personne. J'assume un projet, je définis des objectifs, je me donne les moyens, et nous, notre boulot, c'est de vérifier est-ce que le discours est en adéquation avec ce type d'éléments. Donc on essaye beaucoup d'être dans la co-construction de parcours. Ça représente ensuite les équipes de France moins de 16, moins de 17. Et donc, c'est des choses qui sont en jalon et que pendant une année, un joueur qui serait je vais prendre un joueur de 15 ans, pourrait se retrouver à faire la compétition interligue, s'entraîner en pôle, jouer les week-ends avec son club, en même temps faire un stage national et avoir sa première sélection en moins de 16. Je vous laisse imaginer la charge qu'il peut avoir. On est sur une activité où les championnats commencent relativement tôt, même en jeune, quasiment des matchs tous les week-ends, entraînement quotidien, voire bi-quotidien, même si on est obligé de réduire la charge maintenant qu'il y a parfois de l'entraînement parce que la compétition a pris de la place. Et ça représente une soixantaine de joueurs répartis sur ces 3 sites, et donc de 14 ans à 18 ans. On parle d'une entité pour 3 sites de proximité. Il nous semble inconcevable, en tout cas, moi je ne sais pas faire, de demander à un gamin de 3e d'être déjà dans un déracinement total de son lieu de vie. Et donc on se bat, parce que ce n'est pas évident de pouvoir financer encore ces pôles espoirs, pour garder ce maillage territorial. Et notamment si en 3e on s'est trompé, puisque quand les gens se présentent en termes de détection, on valide aussi un parcours et un potentiel. On sait réellement ce qui peut amener en termes de transformabilité, de maturité au bout d'un an. Et malheureusement, des parcours s'arrêtent dès la fin de 3e. Donc, je vous laisse imaginer si le gamin a été obligé de changer de club, d'être à plus de 6 heures de chez lui, jamais rentré chez lui, qu'il est en 3e, il vient de changer de collège et qu'en plus, son parcours s'arrête au bout d'un an. Heureusement qu'on a regardé cette proximité en termes de fonctionnement. L'idée, c'est celle que je défends. Un athlète qui est efficace, c'est un athlète qui est en pleine santé. Et la santé, on a parlé de bien-être hier. C'est important, et d'autant plus un stage là où ils sont en pleine construction, ils ont déjà bien des démons à gérer à leurs âges, c'est pas la peine qu'on leur rajoute. Et donc le parcours, et là vous voyez, il y a le sigle du club de Chambéry qui vient d'arriver, puisque la particularité, ça c'est le modèle fédéral, hein, les tout meilleurs joueurs de la région viennent donc sur l'entraînement déjà avec le centre de formation. Donc moi, en plus d'être responsable du dispositif et de porter la politique générale de la fédération sur la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, je suis entraîneur de ce qu'on appelle le pôle excellence. C'est en fait un co-entraînement avec le responsable du centre de formation de Chambéry, où on a nos meilleurs 16-17 ans avec les joueurs déjà conventionnés qui ont 18, 19, 20 ans, voire parfois les joueurs professionnels qui sont en réathlétisation. On a la chance à Chambéry d'avoir un outil physique qui appartient, c'est le seul club en France qui a son propre outil. Donc ça permet en plus de travailler dans d'excellentes conditions. Et pour vous donner un exemple, si vous rentrez dans le gymnase, vous ne savez pas qui est l'entraîneur du centre de formation, qui est l'entraîneur du pôle, voire les joueurs sont noyés, on s'occupe des joueurs de la même manière. Ce qui nous intéresse, c'est former des athlètes équilibrés, sensés, performants. Et certes, Chambéry veut toquer les meilleurs joueurs. Et mon boulot, moi, c'est de trouver des équilibres. Il y a des réalités de club, mais il y a aussi des réalités de parcours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 40-20, on s'occupe des gamins pour que ça puisse avancer de la meilleure des manières pour eux. Voilà par rapport au parcours. Donc une organisation et des staffs, puisque chaque site a le même cahier des charges. Je vais vous le décrire rapidement. Généralement, c'est un entraîneur principal, un entraîneur adjoint, un préparateur physique et souvent des stagiaires qui viennent se former et également développer des nouvelles compétences. Psychologue qui vient faire notamment sur le suivi des 3e pour vérifier la capacité à gérer ce type de projet, mais qui n'est pas à demeure. C'est une vraie problématique. Des kinés qui sont présents le lundi quand les athlètes arrivent et les jeudis puisqu'on arrête de les entraîner pour qu'ils puissent aller en club. Donc une cellule assez serrée, mais qui balaye à peu près toutes les thématiques qu'on est censé couvrir pour équiper le jeune sportif dans toutes les dimensions. On retrouve bien cette notion d'être au service de la formation et de l'accompagnement et de les amener vers la plus haute performance possible. Je ne vous redonne pas les objectifs qu'on s'est fixés. J'ai 2 petites diapos sur nos méthodes de travail. Je commence déjà à dire à Franck Doublier que tu n'as pas le droit de poser des questions.
Oui, mais ça ira très vite. Moi, c'est mon mantra, ma phrase. Les parcours sont singuliers, les maturités différentes. L'individu est unique, systémique et complexe. Le bain culturel dans lequel il va se construire est fondamental pour sa réussite. À partir du moment où on a dit ça, on vient d'ouvrir le champ des possibles de comment on doit gérer un jeune athlète. On est dans un sport co, pour autant, l'individu, surtout à cet âge-là, bouge énormément. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est des micro-objectifs, construire des parcours dans le temps. Ça demande beaucoup de temps de travail, notamment avec l'équipe et le staff qu'on a, surtout qu'on a essayé d'harmoniser les contenus. Notre boulot, en tout cas, la sincérité qu'on fait dans notre engagement, c'est de dire que le gamin qui rentre au pôle, on va essayer de l'accompagner au mieux par rapport à qui il est. Même si on est dans un sport co, je ne parle pas que des préférences motrices quand on rentre dans l'entraînement, mais beaucoup d'autres éléments qui font que les choses se construisent dans le temps. Et vous verrez dans ma dernière diapo qui sont sur les outils. Du coup, un peu pour vous donner l'approche, l'impact, la place, l'analyse du contexte vont influer sur le programme de performance. Donc, on doit être assez plastique et habile pour pouvoir proposer ces programmes de performance. Et ils vont jouer sur les progrès, l'évolution et le développement du joueur. Donc, on est très renseigné sur l'environnement de vie. On travaille beaucoup d'où tu viens, quel est ton parcours, as-tu une culture sportive, qu'est-ce que tu entends par m'engager dans un projet vers le haut niveau. Pareil, je pourrais quasiment faire 10 diapos là-dessus. Son profilage sportif, avec le questionnement jusqu'où on va sur le testing. On a tous essayé ces dernières années en passant jusqu'à des boîtes qui avaient énormément de données. On se rend compte qu'après un retour d'expérience, ceux qui étaient sortis numéro 1 que sur de la data, même si on avait des sensibilités qui rejenaient la data, finalement, ils ne sont pas sortis. Ce qui nous questionne sur les outils, la pertinence. Mais ça rejoint le fait que les parcours sont singuliers et que des fois, ce n'est pas parce qu'il y a le meilleur patrimoine que les choses vont évoluer dans le bon sens. Et puis cette notion de formation dans le temps sur les staffs à la fois club où on essaye de se connecter. La dernière diapo, je vous envoie tout. Comme ça sera plus simple. Un outil que beaucoup de structures professionnelles utilisent, MyCoach Pro, qui nous permet de récupérer beaucoup de données. Nous, les joueurs, ont l'obligation, alors quand je dis obligation, on l'a construit avec eux, ils doivent remplir un questionnaire sur un état de forme tous les matins, y compris pendant les vacances, y compris la semaine, qui est un truc très court, très ludique. Pour ceux qui connaissent MyCoach Pro, c'est très bien adapté pour de jeunes sportifs. Ils ont un retour sur la séance, sur le plaisir qu'ils ont pu prendre, les problématiques rencontrées, est-ce qu'il y a des blessures, avec des schémas, le RPE, et un retour de match, puisque nous, on ne peut pas les suivre le week-end, même si on essaye de les scouter et de faire des retours avec les entraîneurs. On a un suivi sur l'état des lieux des séances, sur notre programmation, les présences, les blessures, objectifs, contenus, des suivis statistiques des compétitions, puisque ça a été rattaché à la plateforme de la Fédé, et puis des outils qu'on peut avoir classiques sur des données qui nous permettent de faire du profilage. Je vous ai donné qu'un exemple que vous connaissez tous. L'avantage de cette plateforme, c'est que ça nous permet de le faire sans un tableau Excel et tout est rentré et suivi. Ces dernières années, on s'est beaucoup posé la question, et vous ne devez pas être surpris sur la qualité relation entraîneur-entraîné, et on a été pilote entre guillemets sur maintenant il est professeur des universités, un jeune qui était thésard à l'époque, a suivi nos athlètes pendant 2 ans pour comprendre ce qui pouvait réduire les blessures, en quoi la relation entraîneur-entraîné avait des leviers positifs, négatifs, autour de la co-orientation, proximité. Ça, je pourrais vous donner les références. Vous doutez bien que du coup, on est beaucoup sur la notion d'entretien régulier staff-joueur à travers des outils, mais surtout à travers du face-à-face. C'est de l'humain qu'on gère, donc l'informatique, c'est juste pour sentir les choses et après, on construit la relation. Staff-staff, puisqu'on veut partager une identité commune. Objectif, moyen, attitude autour de la notion de congruence qui pour moi est fondamentale. Être aligné par rapport à qui on est et ce qu'on fait. Et on va se lancer cette année dans une formation interne longitudinale de tous les staffs sur la notion de pleine conscience et de prise de décision en compétition. On ne peut pas demander à l'athlète de pouvoir gérer ses émotions et que nous, entraîneurs, on ne s'applique pas. C'est le principe de la congruence. Essayez de progresser systématiquement, mais pareil, vous ne devez pas être surpris. Je vous ai dit que la formation continue, ça m'intéressait. Donc, c'est un programme sur 2-3 ans où on a un préparateur mental qui a été embauché par la Ligue et qui est en même temps alternant et en même temps en train de porter une thèse. Et il part là-dessus. Voilà à peu près le champ que je voulais balayer. J'ai ouvert des tiroirs. S'il y a de la curiosité, je ne suis pas sûr qu'on puisse y répondre aujourd'hui. Par contre, je reste totalement disponible pour vous laisser mes coordonnées pour échanger sur d'autres choses ou si vous voulez des précisions, sans aucun problème. Je vous remercie de votre attention.